Ce webinaire. J'espère que vous allez bien. J'ai la chance et l'honneur aujourd'hui d'être accompagné de Delphine. Delphine, bonjour, comment vas-tu? Bonjour à tous, bonjour Fabien. Je vais bien, merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc aujourd'hui, on va parler le fil rouge, on va dire, le fil conducteur de ce webinaire va être le développement de votre activité d'ingénieur pédagogique freelance. Donc en attendant justement que tout le monde rejoigne un petit peu ce webinaire, je vous invite à nous dire un petit peu dans le chat d'où vous venez, ce que vous faites, pour qu'on puisse comme ça réagir en attendant un petit peu que tout le monde se connecte. Bonjour Oriane, bonjour Valérie. On va juste attendre quelques minutes. Bonjour, consultant formateur basé en Alsace, enchanté. Cassia, bonjour, à Toulouse. Comme l'équipe produit EdTech, justement, on est basé à Toulouse aussi. On a même quelqu'un en Finlande. Hein. Oui, en effet, je vois ça en Finlande. Bon, c'est super. Christelle, qui souhaite se lancer en freelance, ça va être le webinaire incontournable pour vous. Stéphanie, conceptrice e-learning près de Brest, bonjour. Île de la Réunion, bon, c'est super. On a vraiment différents coins du monde, c'est vraiment super. Ok. Allez, on va bientôt pouvoir démarrer. Peut-être ce qu'on va faire avec Delphine, en attendant que voilà, les inscrits commencent à rejoindre le webinaire, on va en profiter pour se présenter très rapidement. Et ensuite, on enchaînera sur ce webinaire. Alors, Delphine, je te laisse te présenter très rapidement. Très rapidement. Alors, enchantée pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc moi, c'est Delphine. Je suis ingénieure pédagogique depuis 2016, à mon compte depuis 2019, et je suis aussi coach business pour les acteurs du digital learning qui veulent développer leur activité de freelance. Merci Delphine. Après, on va revenir sur ton activité justement sur la prochaine slide. De mon côté, enchanté, bienvenue sur ce webinaire. Donc, moi, c'est Fabien, je suis Customer Success Manager chez EdTech, c'est-à-dire que je vais m'occuper principalement de l'accompagnement de l'ensemble de nos clients sur la plateforme EdTech. Donc, voilà, tout ce qui va être pris en main, l'objectif étant surtout que nos clients puissent adopter la solution de manière la plus efficace et qu'ils l'utilisent de la manière la plus optimale. Ok, allez, c'est parti, on se lance sur ce webinaire. Delphine, à toi l'honneur pour la présentation un petit peu de ce que tu fais et ce que tu as pu construire depuis quelques années. Ok, merci. Alors, comme je le disais tout à l'heure, moi, je suis ingénieure pédagogique depuis 2016. J'ai travaillé pour différents types d'entreprises avant de me lancer à mon compte, des grands groupes et des plus petites entreprises. Et je me suis spécialisée il y a quelques années sur le domaine du bâtiment durable, parce que c'est un domaine qui me parle beaucoup, mais je ne l'ai pas été dès le départ, dès que je me suis lancée en freelance. Donc, je précise pour les personnes qui imagineraient qu'elles devraient se spécialiser directement ou un jour. Il n'y a aucune obligation, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et depuis 2021, j'accompagne aussi, alors d'abord à travers le podcast The Learning Theory, qui est mon podcast pour les concepteurs pédagogiques freelance, ceux qui veulent se lancer en freelance ou alors ceux qui le sont déjà, où j'essaye de partager un petit peu mes retours d'expérience, parce que pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un qui expérimente beaucoup de choses au niveau de tout ce qui est entrepreneurial. Donc, ça me tient à cœur de pouvoir partager mes différents retours d'expérience sur ce que je teste. Et donc, je le partage dans mon podcast avec autant des contenus qui concernent le métier que, du coup, directement la partie freelancing ou la partie un petit peu plus état d'esprit, vu que j'ai aussi la casquette de coach. Voilà pour le podcast. J'ai fondé la TLD Academy, donc qui est l'accompagnement que j'ai créé pour accompagner les acteurs du digital learning à développer leur activité. Je l'ai fondée en 2022. Depuis 2022, on a une trentaine de personnes qui sont passées par là. Donc voilà, c'est quelque chose que je suis fière d'avoir mis en place et je remercie encore parce que je sais qu'il y en a qui sont présents aujourd'hui, les personnes qui font partie
de la TLD Academy et qui la permettent de vivre. Et l'année dernière, j'ai créé le premier sommet des freelances du digital learning, où on avait une vingtaine de conférences en fait, de différents acteurs du domaine sur des thématiques à la fois métier et du coup freelancing, parce que ça me tient à cœur de pouvoir partager sur les deux sujets. Et donc voilà, c'était en mars dernier, et il y a un qui arrive bientôt du coup pour l'automne prochain, donc la deuxième édition du sommet. Voilà. Super, merci Delphine. Bravo aussi pour tout ça. Le sommet, en effet, je m'en souviens très bien, on avait eu la chance de pouvoir intervenir avec EdTech. Donc, comme disait Manon dans le chat, n'hésitez surtout pas, si vous avez la moindre question, à nous la poser. On prendra un petit temps à la fin, de toute façon, pour répondre à l'ensemble des questions. Mais voilà, même au fur et à mesure de la présentation, si vous avez des questions, Manon, qui est dans le chat, pourra y répondre. Et sinon, on se fera un plaisir d'y répondre aussi avec Delphine. OK. Côté EdTech, donc de mon côté, je vais vous présenter très rapidement ce qu'est EdTech. EdTech, c'est vraiment un espace en fait de travail. C'est une solution qui a été conçue par et pour les acteurs de la formation dans le but de répondre de la meilleure des manières, avec la meilleure des technologies, aux différents enjeux de formation. Donc, on va proposer aussi bien un outil de cadrage, de conception et de production de formation, allant même jusqu'à la partie activité pédagogique, donc la possibilité notamment de créer des activités pédagogiques sur EdTech. On passe en fait par une IA, donc on utilise l'intelligence artificielle pour justement vous assister. EdTech, c'est vraiment un copilote de conception pédagogique, et on va le voir un petit peu plus en détail par la suite. Et au-delà de ça, pour justement faire le lien avec l'expertise humaine qui reste encore très, très importante, on a une partie marketplace de freelance. On recense environ 3000 freelances qualifiés dans le secteur de la formation. Donc, voilà, concrètement, en fait, c'est vraiment cette solution qui va vous permettre de créer tous vos contenus et activités de formation en quelques minutes. Ici, on va parler un petit peu plus des compétences clés à acquérir, notamment en tant qu'ingénieur pédagogique et dans le secteur de la formation. Des chiffres clés qu'on met à l'écran. Premier chiffre, c'est vraiment la durée de vie d'une compétence technique. Donc, auparavant, dans les années 80-90, c'était une durée d'environ 30 ans, d'après la source OCDE. Et maintenant, on est passé à 2 ans. D'ailleurs, il me semble que ça date peut-être de 2021, à vérifier sur cette partie-là. Mais tout ça pour dire qu'il y a une vraie évolution et accélération des métiers. Et donc, un gros besoin d'adaptabilité, notamment en utilisant les nouvelles technologies qui sont une réponse assez puissante pour répondre à ces différents enjeux dans le secteur de la formation notamment. Ensuite, 80% des collaborateurs estiment très important de maintenir leurs compétences à jour régulièrement. Donc, données de 2024, donc baromètre d'EdFlex. Donc là, voilà, encore une fois, et Delphine en parlera mieux que moi, mais on va faire vraiment le point sur les compétences d'un ingénieur pédagogique, d'un freelance. Voilà, quelles sont les compétences clés qui sont mises sur le devant de la scène en ce moment et qui sont assez indispensables. Dernière statistique, 17% des entreprises ayant répondu à l'enquête en question sous-traitent la production de leur formation. Donc ça, en fait, ça montre à la fois que le domaine et le secteur est assez concurrentiel et que justement, il va falloir utiliser les bons outils pour vous démarquer et notamment vous faire gagner du temps. Donc, c'est là aussi qu'intervient toute la partie intelligence artificielle, IA, mais pas que, bien d'autres outils qui peuvent être aussi mis à votre disposition. Delphine, est-ce que tu veux rajouter quelque chose peut-être sur cette partie chiffres ? Oui. Enfin, notamment sur le 17%, ça peut faire peur, donc ne prenez pas peur pour le coup. Enfin, il faut vraiment prendre avec du recul du coup cette statistique-là, parce que c'est quand même une enquête qui a été réalisée, donc l'ISTF la réalise auprès d'un certain nombre d'entreprises, mais ça représente quand même pas toutes les entreprises du coup qui peuvent exister, on va dire au niveau français, on va partir sur la France, au niveau de la France. Et puis là, on parle vraiment de sous-traitance, enfin de production, pardon, vraiment de production
production et tout le monde ne veut pas forcément faire que de la production en tant que freelance. Ce n'est pas forcément une obligation, même si évidemment c'est des choses qui sont demandées. Donc voilà, il faut quand même prendre avec pas mal de recul ce chiffre-là, sachant que dans cette même enquête, ils avaient quand même précisé qu'il y avait 54% des formateurs internes du coup qui s'occupaient de tout ce qui était digitalisation de la formation. Donc potentiellement, ça peut aussi être, si ça fait partie de vos compétences ou des choses que vous aimez, vous pouvez aussi trouver votre place en tant que freelance auprès de ces formateurs-là qui ne sont pas toujours formés sur ces sujets, en fait, parce que bon, ils ont d'autres compétences évidemment, mais ils peuvent avoir besoin d'un soutien supplémentaire. La dernière fois, j'avais regardé sur Malte, parce que quand moi je me suis lancée en 2019, du coup, il y avait à peu près 3 pages sur Malte de profils de freelance de notre domaine. Et aujourd'hui, il y en a une vingtaine. Bon, après, j'ai vu qu'en termes de recherche, il y avait des résultats qui n'étaient pas forcément de notre métier. Donc, on va dire une quinzaine de pages qui contenaient des profils comme les nôtres. Donc, comme le disait Fabien tout à l'heure, ça montre vraiment que c'est de plus en plus concurrentiel. Mais pour autant, il ne faut pas forcément se décourager si c'est quelque chose que vous avez vraiment envie de faire. C'est surtout qu'il faut attaquer par en fait un point de différenciation, un ou plusieurs points de différenciation, qui ne sont pas forcément le prix, comme ça peut être le cas par exemple sur Malte. C'est vraiment l'occasion pour vous de montrer que vous pouvez être différent et voilà, sans forcément aller jusqu'à être en compétition avec tous les confrères et les consoeurs qu'on peut avoir pour pas tout simplement ne pas vous bloquer. Mais en tout cas, vraiment mettre le focus sur vous différencier par rapport à ça. Merci pour toutes ces informations, Delphine. On poursuit. Alors, justement, ici, la transition, les compétences de l'ingénieur pédagogique, quelles sont-elles, Delphine? Je te laisse justement nous expliquer un petit peu tout ça. Alors, on va axer donc sur d'abord les compétences au niveau de l'ingénieur pédagogique, vraiment du métier, et puis après on parlera de la partie freelance, parce que c'est pas forcément les mêmes, même s'il y en a qui sont transversales. Donc je vais partir, alors on n'a pas tout mis, parce que forcément on a besoin de maîtriser plein de compétences, mais en fait j'ai mis celles qui, moi en tout cas, me semblaient essentielles, et si vous en avez d'autres en tête, il n'y a aucun souci, elles ne sont pas forcément fausses pour autant. Donc, l'ingénierie pédagogique, quand on a ingénieur pédagogique, je pense que ça, c'est vraiment la base de notre métier, qu'on l'ait appris sur le tas ou qu'on ait été formé du coup sur cette thématique-là. Et j'irai même plus loin en fait en disant que je pense que ça peut être intéressant aussi de s'intéresser à l'ingénierie de formation. Du coup, donc il y a un peu, moi je dirais le niveau au-dessus, du coup plus macro au niveau de la formation. Au moins s'y intéresser pour pas être totalement déconnecté du coup de la vision stratégique de l'entreprise. Donc vraiment essayer de mêler l'ingénierie pédagogique et l'ingénierie de formation. Ensuite, on a noté l'appétence pour le digital. Quand j'étais en formation, en master de tout ce qui est en conception, il y avait des personnes qui venaient parce qu'elles étaient hyper attirées par tout ce qui était pédagogie, mais qui n'avaient pas forcément d'appétence ou alors qui n'aimaient pas ça ou qui étaient un petit peu mal à l'aise par rapport aux outils. Je pense que ça reste essentiel d'ailleurs. Ça s'apprend, comme tout, on le sait, juste le secteur dans lequel on est. Mais c'est quelque chose qui me semble assez important d'avoir cette appétence-là pour le digital parce qu'il y a de plus en plus d'outils du coup qui sortent, comme vous le savez. Plein de choses qui peuvent nous permettre de concevoir des expériences d'apprentissage variées et enrichissantes pour les apprenants. Donc, vraiment, développer cette appétence-là. Donc voilà, et puis si jamais on sait qu'on n'a pas envie, parce que tout à l'heure je le disais, si on sait qu'on n'a pas envie forcément de proposer de la production vraiment pure, comme ceux par exemple qui sont intégrateurs sur Storyline, admettons, qu'on n'a pas envie de faire ça, au moins à minima s'entourer de personnes qui peuvent le faire, de confrères et de consoeurs qui peuvent le faire pour pouvoir les recommander, si on travaille par exemple que sur la partie conception, si c'est un choix qu'on décide de faire. Ensuite, la gestion de projet. On n'est pas toujours chef de projet quand on est ingénieur pédagogique, mais je pense que vous avez dû le voir sur les offres d'emploi, d'ailleurs qu'on peut aussi comparer aux propositions de mission en tant que freelance. On est un petit peu multicasquette, on a plein de choses, plein de tâches à faire et souvent on peut être amené à gérer des projets. Donc ça me semble aussi être une compétence à gérer, même si on a vraiment comme activité de cœur l'ingénierie pédagogique pure. Ça me semble aujourd'hui essentiel de maîtriser la gestion de projet pour pouvoir prendre ces responsabilités-là sur les missions qui peuvent nous être confiées et pas se sentir freiné par rapport à ça. Ensuite, j'ai
penser à l'accompagnement au changement parce que c'est quelque chose, que je remarque de plus en plus et notamment pour moi qui préfère travailler pour des entreprises, du coup, dans le domaine du bâtiment où il y a pas mal de travail à faire dessus. Je pense pas que ce soit une compétence obligatoire, de maîtriser l'accompagnement au changement, mais quand même comme pour l'ingénierie de formation, en fait, de vraiment s'y intéresser et à minima, d'avoir quelqu'un en interne qui peut nous aider sur cette partie-là ou alors qui est déjà en charge, de cette partie. Mais vraiment de rentrer dans ce processus, en fait, d'accompagnement au changement, mais d'en être vraiment acteur au-delà de faire notre métier. Vraiment, même si on n'est pas salarié de l'entreprise en tant que freelance, mais vraiment réussir à être un partenaire en prenant en compte toutes les dimensions du projet qu'on va être amené, à gérer ou à suivre en fonction de l'ampleur de la mission. Ensuite, les logiciels de gestion de formation, que ce soit pour des formations qui incluent du présentiel ou des LMS, des LXP, tous ces types d'outils-là. Mais là, on ne l'a pas noté, mais c'est aussi tous les outils de création, pour le coup, de contenu directement. De création de contenu, comme je parlais tout à l'heure de Storyline, mais je ferai un point tout à l'heure sur les différents outils, mais de pouvoir maîtriser ces outils-là, parce que c'est quand même assez demandé sur les différents types de missions qui peuvent nous être proposées. Et puis la capacité d'apprentissage, ça c'est quelque chose qui est hyper important. Souvent, moi, quand j'échange avec vous, en fait, sur LinkedIn, une des premières questions que j'aime bien vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi ce métier? Et ce qui est hyper intéressant, c'est en fait de voir que vous aimez apprendre, en fait. Vous aimez apprendre, vous avez envie de contribuer à l'apprentissage des autres. Et donc, en fait, pour pouvoir montrer en fait que nous, on incarne nous-mêmes en fait ce qu'on prône à travers notre métier, c'est hyper important. Parce qu'en plus, on sait qu'il y a toujours des choses à apprendre. Moi, j'ai beau être dans le domaine depuis 2016, il y a plein de choses que je ne sais pas encore et certainement pareil pour vous. Donc, c'est vrai qu'avoir cette capacité d'apprentissage-là, ça nous aide pour tous les projets qu'on peut être amené à gérer par la suite. Après, on peut aussi avoir des compétences complémentaires. Vraiment, ça, c'est encore une fois aucune obligation, mais pour faire la différence aussi en tant que freelance, mais même en tant que salarié en soi, on peut avoir des compétences complémentaires. Il y a des personnes qui ont je viens sur cette slide d'après, Fabien. Donc, les compétences, comme par exemple ceux qui ont une expertise sur du présentiel. Je sais que moi, quand j'ai été formée à l'ingénierie pédagogique, je n'avais pas été forcément formatrice avant. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui ont ce profil-là de formateur et qui ont cette expertise-là du présentiel. Ça peut être le graphisme, ça peut être une spécialisation en réalité virtuelle ou en animation 3D, par exemple. Enfin, vraiment, là, c'est selon ce que vous aimez, mais c'est quelque chose qui peut vous permettre aussi de faire la différence et voilà, d'obtenir les missions que vous avez envie d'obtenir. Bon, Delphine, on a plusieurs questions. Alors, je vais juste prendre en premier, on va dire, celle qui correspond à la slide qui est en train de présenter Delphine, et je reviendrai bien évidemment sur toutes les autres, notamment Marine, Mouna, Théodore. Voilà, je vais revenir sur vos questions juste après. On a Sandrine qui nous demandait la différence, avoir un petit peu plus de précision sur la différence entre ingénieur pédagogique, chef de projet, intégrateur, concepteur, accompagnant à la digitalisation des formations. Donc voilà, c'était pour peut-être éclaircir ce point, si tu as des informations à nous partager. Oui. Alors, le chef de projet, alors ça, en fait, ça c'est, je pense que c'est un débat. Je pense pas être la seule à penser ça, mais ça reste quand même un gros débat. Du coup, sur les différents métiers, ce que ça inclut. Et puis ça dépend des types d'entreprises aussi. Du coup, la taille des entreprises, ce que l'entreprise entend par là. Donc, je vais vous donner du coup la mienne pour le coup. Pour moi, le chef de projet, si on part du principe qu'il va pas avoir à être du coup le concepteur, en fait ça va être celui qui va chapeauter en fait tout le projet tout projet en fait, tout simplement. Par exemple, quand souvent on a ces postes-là quand il y a des agences digital learning typiquement et qu'on est freelance pour eux, en fait on va être en contact avec le chef de projet qui va du coup nous faire le lien entre le client et nous. Des fois on peut avoir accès au client, mais c'est pas toujours le cas, donc c'est lui qui va être en contact, vraiment faire la relation entre les deux, nous transmettre les informations et qui va s'assurer en fait de gérer à la fois le budget, les différentes ressources qu'il y a, qu'elles soient humaines,
techniques, enfin peu importe, les différentes ressources qu'il va pouvoir y avoir, et du coup il va pouvoir chapeauter ce projet-là. On n'a pas toujours cette casquette-là, des fois on va vraiment être par exemple intégrateur dans le projet. Donc du coup, pour reprendre dans l'ordre de ce que tu as énoncé, l'intégrateur par exemple, ça va être la personne, on va lui fournir directement le storyboard, admettons, avec les différents éléments. Des fois il va pouvoir être amené à créer les éléments en plus, par exemple des visuels, certaines vidéos, mais en fait ça va être la personne qui va vraiment travailler sur les outils. Donc par exemple, s'il va falloir intégrer sur Storyline ou sur Captivate, ou alors s'il va falloir faire des vidéos sur Vaillant ou sur Genially par exemple, faire des modules sur Genially, en fait l'intégrateur va pouvoir intervenir après l'étape de conception, donc ce que le concepteur aura fait. Voilà, j'aurais dû peut-être faire dans l'autre ordre, mais c'est pas grave. Donc le concepteur, c'est celui du coup qui va prendre. Alors moi, je fais pas énormément de différence. Alors peut-être que vous aussi, entre ingé péda pour le coup et concepteur, parce que pour moi, l'ingénieur pédagogique et du coup le concepteur va être celui qui va récupérer la matière qui est existante ou pas, ou alors la chercher si jamais il y a besoin de la chercher, être en relation avec les experts métiers et vraiment essayer de concevoir une formation qui sera du coup adaptée et qui va répondre aux différents objectifs pour le coup de l'entreprise et de la formation, parce que je décèle un peu de niveau en fait au niveau stratégique en termes d'objectifs et puis au niveau de la formation. Donc c'est lui qui va réussir à créer en fait ce que l'intégrateur va pouvoir rendre palpable, je dirais, même si c'est du virtuel, qui va pouvoir vraiment rendre réel en fait pour que les personnes puissent suivre leur formation. Je ne sais pas si pour ça c'est un petit peu plus clair, tu nous diras. Et puis pour l'accompagnant à la digitalisation des formations, là en fait ça va plutôt être par exemple tu sais faire de la conception e-learning et tu vas accompagner un formateur qui lui a une expertise vraiment du présentiel et en fait il ne sait pas du tout comment est-ce qu'on passe au e-learning et il a besoin de le faire avec ses formations, et donc là tu vas l'accompagner, tu ne vas pas faire pour lui, mais tu vas avoir des séances avec lui pour pouvoir lui expliquer ce que c'est et puis pouvoir du coup lui permettre lui-même de développer son parcours de formation. Ok, j'espère Sandrine que ça a bien répondu à votre question. Les autres questions, je réponds juste après. Je laisse juste Delphine poursuivre sur cette partie compétences, notamment les compétences du freelance. Et ensuite, on fera un petit break question pour y répondre. Alors, au niveau des compétences du freelance, on va avoir des compétences variées et notamment entrepreneuriales en premier lieu. Donc, on va avoir vraiment une partie sur la gestion d'entreprise. Donc, juste sur la slide d'après, je ferai un focus sur... c'est pas forcément celle d'après, mais je ferai un focus sur les outils de gestion d'entreprise. Mais en fait, ce que je voulais mettre en avant ici, c'est qu'à partir du moment où vous créez une micro-entreprise ou peu importe le statut que vous choisissez d'avoir, vous devenez chef d'entreprise. Donc, quel que soit votre statut, en fait, votre posture, elle va forcément devoir être différente que lorsque vous étiez salarié, si vous avez déjà eu une expérience salariée avant de vous lancer. Ensuite, il va y avoir la communication. Là, c'est un choix. Tout le monde n'est pas obligé de communiquer. On n'est pas forcément obligé de communiquer pour, dans le sens de créer du contenu, par exemple, vraiment se rendre visible sur les réseaux ou par ailleurs, d'ailleurs. On n'est pas obligé, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est possible. Donc, ça peut être créer des contenus donc sur les réseaux type des posts sur LinkedIn, par exemple. Ça peut être créer des newsletters, créer des podcasts, peut-être faire des vidéos sur YouTube. Le but, c'est pas de devenir influenceur ou d'être un expert du coup de la communication sur les différentes plateformes. C'est juste de chercher à montrer en fait qu'on peut aider nos clients. Donc après, on choisit le moyen, le format, mais c'est vraiment une compétence quand même qui reste à maîtriser. Ensuite, il y a la vente. Donc souvent, la vente, c'est un peu le point noir parce qu'on associe on a beaucoup de choses négatives en lien avec la vente. On a chacun vécu des expériences plus ou moins plaisantes en rapport avec la vente. Mais pour ceux justement qui sont un peu freinés par ça, je vous invite à vous rappeler d'une expérience en fait où ça a été plaisant pour vous d'acheter. En fait, il y a tous un moment où on a acheté quelque chose, mais on était très content de l'acheter. Et en fait, à essayer de reproduire l'émotion que vous avez ressentie auprès de vos prospects. Pour le coup, je vous promets que c'est vraiment possible de le faire. C'est pour ça que je vous invite à faire cet exercice-là. Mais c'est une compétence du coup à part entière pour le coup de réussir à vendre. Et je préciserai parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont
un GPDA pour plutôt des indépendants qui les accompagnent à créer leur formation, par exemple. Et il y en a qui le font pour les entreprises. Et donc, il y a aussi 2 niveaux de vente. Donc, il y a la vente du coup B2B et la vente B2C, je dirais. Et donc, là, ça demande aussi des compétences différentes. Donc, si jamais vous vous formez en tout cas sur le sujet, faites bien attention à faire en sorte que la formation corresponde bien à du B2B, qui est de la vente un peu plus complexe pour le coup. Voilà pour ça. Comme je vais prendre un peu plus de temps sur l'estime de soi, je vais passer sur le marketing. Pour le marketing, la différence que je fais avec la communication, en fait, l'idée du marketing, c'est de créer des choses, en fait, de se rendre visible et de communiquer. La différence, ça va être juste que, enfin, pour moi en tout cas, ça va être que le marketing, l'objectif, ça va être de vendre, alors que la communication, c'est pas forcément, c'est pas forcément l'objectif premier. En fait, on peut communiquer, par exemple, pour créer une communauté, admettons. Et on n'aura pas forcément quelque chose à vendre derrière, alors que le marketing, l'objectif, c'est quand même de vendre. Donc voilà. Et puis l'estime de soi. Pour le coup, là, en fait, je voulais quand même inclure une partie un peu plus personnelle, parce que c'est quelque chose qui me semble très important. Je pense que, il y a l'estime de soi et plein de sujets qui gravitent autour, hein. Donc, je pense qu'il y a la capacité à se remettre en question, qui est très, très importante quand on est freelance. Autant pour être capable d'accueillir un feedback sur un storyboard, par exemple, que finalement, le client n'est pas très, très content, mais en fait, voilà, nous, on a tout donné. En plus, on est hyper impliqué dans notre travail parce que souvent, on est passionné. Donc, être capable, du coup, de pouvoir recevoir ce feedback-là, ou alors de pouvoir se remettre en question sur, en fait, j'arrive pas à trouver de clients. Pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce que j'ai bien fait ou qu'est-ce que j'ai pas bien fait pour trouver des clients? Mais pour ça, faut se poser la question, donc il faut quand même pouvoir du coup se remettre en question. Il y a aussi le côté prendre des décisions rapidement. On n'y pense pas souvent quand on va se lancer en freelance, mais on va avoir plein de décisions au quotidien à prendre, plus ou moins grandes en fait, mais on aura quand même beaucoup de décisions à prendre. Donc là, le principe, c'est de les prendre rapidement, parce que plus on réfléchit, plus le temps passe et en général, moins on agit et du coup, moins on a les résultats qu'on espère par rapport à notre activité. Et c'est vraiment source de stress. Donc vraiment, essayer de travailler sur cette partie-là. Et après, décider, y aller et puis ensuite aviser. Par rapport à l'estime de soi, de façon spécifique, je parle pour moi et je parle aussi pour les gens avec qui j'ai échangé du coup sur LinkedIn ou même avec les personnes du coup qui sont dans la TLD. Si en fait on base notre valeur vraiment directement la valeur qu'on peut avoir sur ce que les autres ils pensent de nous, clairement je vous le dis, en fait ça va être très très compliqué de développer votre activité. Et je vous le dis parce que je suis passée par là. Quand on n'a vraiment pas d'estime de nous, en fait ça va être très très compliqué d'être en face d'un client qui lui en général est assez sûr de lui pour le coup. Donc voilà, essayez, si jamais c'est votre cas, de travailler dessus. Et puis ensuite, passez à l'action. Allez-y, challengez-vous. En fait, plus vous allez passer à l'action et plus vous aurez du feedback, qu'il soit positif ou négatif, mais il y a toujours quelque chose à apprendre de ça et en fait, vous pourrez vous améliorer et justement atteindre plus rapidement vos différents objectifs. Aussi, accepter d'être humain. Du coup, et ça contribue aussi à votre estime de vous-même. On ne peut pas tout faire et surtout pas en même temps. On a toujours plein de projets, plein d'idées. En général, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Et on a une vie en dehors de notre activité. Donc, faites attention aussi à ça parce que ça peut aussi jouer sur votre estime si, par exemple, au travail, vous mettez tout votre temps dedans et vous délaissez un petit peu le reste et au final, vous n'avez pas forcément les résultats que vous voulez. En fait, ça va grandement jouer sur votre estime de vous-même. Donc, acceptez aussi d'être humain parce que de toute façon, on l'est tous. Et puis, dernier point sur cette partie estime de soi, y croire, vraiment croire en votre projet. Même si vous n'êtes pas sûr de ce que ça va donner, c'est vraiment la première chose et c'est vraiment la première chose qui fait défaut chez les gens avec qui j'échange. C'est en fait, ils n'y croient pas forcément et ils veulent quand même se lancer en tant que freelance. Mais en fait, si vous n'y croyez pas, en fait, comment est-ce que vous voulez que quelqu'un d'autre y croit en fait en face de vous? C'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà pour cette partie-là. Sur l'estime de soi, qui est un petit peu plus longue. Et puis, ensuite, j'ai quand même mis intelligence artificielle parce que je pense, vous voyez en fait tout ce qui sort aujourd'hui, tout ce qui est possible. Enfin, même moi, j'ai pas tout testé, mais je pense que c'est intéressant de s'y pencher, autant pour notre activité de freelance parce que ça peut nous faire gagner du temps. Par exemple, pour automatiser des tâches. Que ce soit des tâches du quotidien, vraiment des tâches répétitives, ou alors ça peut être en lien avec la prospection, si on en fait, ou la création de contenu, par exemple, aussi, ça peut vraiment aider. Et puis, aussi au niveau de la conception.
pour le coup, de la partie conception pédagogique, ça peut aussi aider. Donc voilà, à tester, mais en tout cas, je pars du principe où c'est un petit peu comme les légumes, en fait, c'est voilà, tant qu'on n'a pas testé, on ne peut pas vraiment savoir si on aime ou pas. Donc voilà. Merci Delphine. Et voilà, c'est vrai on va revenir sur cette partie intelligence artificielle. Quelques questions. On a notamment, pour rebondir sur cette slide, Christine qui demandait comment trouver les clients en B2B. Est-ce que tu as des conseils à donner, Delphine, peut-être? Alors, je pense que alors par rapport aux clients en B2B, je ne sais pas en fait, si tu es déjà, freelance ou pas et si tu as déjà travaillé un petit peu sur ta cible. Mais en fait, déjà peut-être te poser et te dire: «Bah, pour qui est-ce que j'aimerais travailler ou qui pourrait avoir besoin de mes services?» et ensuite te demander où est-ce qu'ils sont. Parce que ça va être différent selon, chaque, cible que tu vas avoir. Je pense que LinkedIn, ça reste quand même une très bonne, plateforme où en plus c'est gratuit, donc une très bonne plateforme pour trouver des clients parce que, la majorité, des personnes, qu'on vise en général, quand on propose ce type de service, sont sur LinkedIn. Mais après, ça peut être aussi, en présentiel sur des événements, ça peut être, sur des groupes qui peuvent être créés, par ailleurs, sur des groupes Discord ou enfin vraiment ça peut être très, très large donc peut-être, enfin, c'est un peu compliqué pour moi de répondre du coup quand je ne sais pas pour qui tu voudrais travailler, mais en tout cas LinkedIn, ça reste quand même une très bonne plateforme, et puis tu peux aussi faire de la veille, pour le coup sur les sites d'offres d'emploi. Aussi, il y a des offres d'emploi, des fois il y a des offres en freelance. Il y a des offres, en freelance, mais des fois c'est pas le cas, mais ça ne t'empêche pas d'aller les contacter. Pour le coup, d'aller contacter les entreprises pour savoir si potentiellement, ils ont déjà travaillé avec des freelances, c'est quelque chose qui pourrait les intéresser. Et puis après, il y a les plateformes aussi, on en reparlera après, mais il y a les plateformes de freelance, même si j'ai l'impression quand même de façon générale qu'il y a un peu moins de... Enfin, c'est plus compliqué du coup de se démarquer sur Malte pour le coup, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Et puis après, il y a la plateforme EdTech aussi, qui est quand même la seule plateforme qui est spécialisée dans notre domaine, donc c'est intéressant d'être inscrit. Voilà, c'est ce que j'allais dire aussi. C'est vrai que sur EdTech, sur cette partie marketplace, et ça va faire le lien avec d'autres questions qu'on a eues en amont de webinaire, vous allez pouvoir vous inscrire. Donc, l'inscription à la marketplace est entièrement gratuite. Et en fait, on va avoir plusieurs clients, nous, de notre côté, qui vont avoir des besoins d'externalisation. Voilà, soit parce qu'ils n'ont pas la bande passante en interne, soit parce qu'il leur manque telle ou telle compétence. Donc, voilà, on vous partagera aussi les différents liens pour vous inscrire sur cette partie Marketplace, qui est un bloc à part par rapport à l'outil de conception pédagogique assisté par l'IA. Mais voilà, ça peut aussi être une opportunité de trouver des clients. Parce qu'après, une fois que ça fonctionne bien avec un client, nos clients aiment bien retravailler, voilà, parfois avec les mêmes freelances. Donc, une fois qu'on a mis un pied dedans, ça peut être assez intéressant. D'autres questions? Ici, donc j'avais une question de Marine. EdTech est un outil qui permet de générer du contenu, mais il ne remplace pas une plateforme LMS. Alors, en effet, c'est deux choses différentes. En fait, avec EdTech, on arrive en amont de la chaîne, c'est-à-dire que nous, le cœur de métier, ça va être la partie cadrage pédagogique, conception pédagogique, et on va notamment aussi vous permettre de générer un cours, de créer un cours et des activités pédagogiques. La plateforme LMS, justement, on a prévu des formats d'export pour vous permettre de faciliter cette diffusion sur les plateformes LMS. J'espère que ça répond bien à votre question, Marine. Mais voilà, globalement, on va avoir EdTech. Pour créer peut-être un petit peu plus d'interactivité, vous allez pouvoir faire ça sur les outils auteurs et ensuite la partie diffusion sur les LMS. Est-ce que EdTech est gratuit? Donc, sur cette partie-là, on vous communiquera un petit peu aussi comment on procède. Donc, la marketplace, pour s'inscrire, est gratuite pour être sollicité pour des missions. En revanche, l'outil de conception pédagogique, lui, est payant. On a plusieurs types de programmes. Ça va dépendre un petit peu de ce que vous faites. Voilà, si vous êtes pour le coup freelance, on a aussi des licences plus pour des grosses entreprises parce que nos typologies de clients sont assez variées. On va aussi bien avoir justement des indépendants, mais aussi des organismes de formation, des grands groupes. Est-ce qu'il est possible de créer une structure d'un e-learning avec EdTech? Oui, c'est possible. On va le voir juste après, Théodore. Ça sera justement un des sujets, de vous montrer un petit peu comment se servir d'EdTech et qu'est-ce que ça donne en fait une fois que vous avez créé un petit peu votre cours, votre carrière pédagogique, etc. On va le voir juste après. Pour essayer EdTech, on va vous communiquer un lien. Vous avez notamment 10 jours d'essai, voilà, et il y aura une petite surprise en fin de webinaire, justement, qui pourra susciter votre intérêt. Ensuite, je pense que j'ai à peu près fait le tour sur ces différentes questions. On va pouvoir poursuivre.
EdTech est assisté par l'IA. Diane, oui, en effet, on va toujours laisser la main en fait au concepteur. Je vais vous montrer ça après. Il y a une partie manuelle, une partie générée avec l'IA. EdTech, c'est un petit peu, ça va être un petit peu votre copilote à la fois de productivité. C'est un assistant pédagogique, concrètement. OK. Et la partie niveau de commission prise sur l'émission sur la marketplace EdTech. Alors, sur cette partie-là, justement, je pourrais revenir à la fin si vous souhaitez qu'on échange sur plus la partie marketplace. Mais globalement, comment ça fonctionne? On va avoir des clients qui vont déposer une mission sur EdTech, donc ils vont avoir un besoin de formation. Par exemple, un besoin de créer un e-learning, on a vraiment tout type de missions. Ça considère aussi parfois des missions de type graphisme, vidéo, etc. Sur ce budget-là, nous, on va déduire une commission sur le budget du client et à partir de là, on va faire notre recherche de freelance. En faisant comme ça, en fait, en procédant comme ça, le budget du client n'est pas impacté, le budget freelance n'est pas impacté parce qu'on va faire une recherche freelance à partir de cette déduction de commission et cette commission est de 15% sur le budget du client. Et voilà, ensuite, on recherche les freelances à partir de là et on propose plusieurs profils à nos clients. Je poursuis et on reviendra sur quelques-unes des questions qui sont aussi hyper intéressantes. Alors, justement, pour faire le parallèle avec ce que disait Delphine sur l'IA et les différents outils d'intelligence artificielle. Ici, on retrouve un schéma, en fait. C'est clairement le processus de l'IA en formation qui a été schématisé ici. C'est un schéma qui représente totalement ce qu'on fait chez EdTech dans les grandes lignes également. Comment ça se passe? Sur la partie gauche, vous allez retrouver la partie qu'on peut considérer comme l'appropriation de contenu. C'est-à-dire que vous allez très bien pouvoir donner à la machine, donc à l'intelligence artificielle, des contenus, des contenus vraiment de tout type, en fait. Et l'IA va pouvoir s'approprier justement ces contenus. On parlera aussi de la partie protection de données, qui est un point clé chez EdTech notamment. Mais voilà, on va vraiment pouvoir venir analyser les contenus pour en sortir justement toute la partie cadrage pédagogique dans un premier temps, et ensuite la partie plus ingénierie pédagogique, avec notamment du contenu de formation, des notions, des glossaires, des activités pédagogiques. Et suite à ça, on va encore une fois, grâce à l'IA, pouvoir avoir différentes modalités, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir une capsule qu'on souhaite faire en e-learning, une autre capsule où ça va plutôt être un podcast, un vidéo learning, du présentiel, etc. Donc, c'est là où l'IA va vraiment pouvoir nous faire gagner du temps et où va aussi pouvoir challenger un petit peu ce que l'on a en fait directement de notre côté. Et enfin, sur cette partie-là, on a aussi une partie bonne pratique qui est très importante, qui est de plus en plus mise en avant par les entreprises, à destination donc, notamment de leurs salariés et employés. Il va y avoir une grosse notion d'éthique et d'enjeu de l'IA. L'objectif, en fait, avec toutes ces nouvelles technologies, on va dire, qui arrivent, c'est qu'il faut faire attention sur l'usage. On peut utiliser l'IA à chaque niveau, comme vous pouvez le voir ici, sur de l'appropriation, sur du cadrage, sur de l'ingénierie, sur de la modalité en sortie. Mais voilà, encore faut-il savoir comment utiliser l'IA, quelles sont les bonnes pratiques. Et donc, il y a pas mal d'entreprises qui commencent justement à faire des formations sur l'IA pour leurs salariés et employés, qui aussi parlent de l'art du prompt, qui est pas si simple et si inné quand on commence à découvrir ce qu'est l'intelligence artificielle. Alors, nous, sur EdTech, justement, on a une intelligence artificielle et des modèles d'intelligence artificielle qui reproduisent un petit peu le schéma, en fait, entre un expert métier, la discussion qu'il pourrait y avoir entre un expert métier, un apprenant, un ingénieur pédagogique, ce qui fait qu'on ne va pas parler de prompt sur EdTech, mais bien plus de langage naturel. En fait, vous pouvez donner des instructions, des commandes avec un langage plutôt naturel pour avoir un résultat. Tout ça pour dire que l'accompagnement au changement est assez important et les entreprises commencent fortement à s'y intéresser pour notamment utiliser l'IA de manière intelligente. Un gros point qui est vraiment important chez EdTech, c'est cette partie vision éthique first de l'IA. Alors, nous, on a fait le choix justement de passer entre autres et d'utiliser entre autres des bases Mistral, qui est une intelligence artificielle française, avec une démarche vraiment éthique, transparente et inclusive. Et c'est notamment ce qui nous a permis de remporter l'appel d'offres de la Commission européenne et donc d'être chef de file du programme européen Prometheus X, avec les deux enjeux majeurs, en fait, qui sont l'interopérabilité de la donnée et la gestion des compétences.
Donc voilà, ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur et on a vraiment cette démarche de protection de la donnée. On va le voir juste après, mais lorsque vous allez utiliser des documents sources sur EdTake, ces documents-là ne font que passer sur EdTake. On n'héberge pas, on ne sert pas de zone de stockage, d'hébergement de documents. Vous pouvez d'ailleurs les supprimer à tout moment. Et l'objectif, c'est surtout voilà, d'avoir l'essence même de vos documents pour construire par la suite un cadrage, un déroulé pédagogique et du contenu de formation. Le métier d'ingénieur pédagogique et ses évolutions. Donc ici, c'est une slide où Delphine va pouvoir compléter un petit peu ce que je dis. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'avant, il y avait un besoin assez statique dans justement les demandes que pouvaient faire les clients. Par exemple, c'était voilà, j'ai besoin d'un e-learning de 45 minutes, d'un support présentiel, d'un podcast, etc. Et donc, le type de modalité et la durée arrivaient comme guide, en fait, pour justement avoir quelque chose de cohérent. Maintenant, on fait plus un focus sur tout ce qui va être sujet de formation, compétences, niveau de profondeur, donc vraiment le contenu, en fait, et les modalités et la durée ne sont plus que des moyens de consommation de ce qui va être généré ou créé. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est-à-dire que d'un point de vue à la fois adaptive learning, ben, vous pouvez justement créer une formation, avoir plusieurs capsules, une que vous exportez en tant que podcast, une qui va plutôt être un vidéo learning. Et donc, ça permet voilà, de répondre à ces différents nouveaux enjeux de formation. Et ça permet aussi d'ailleurs de faire des mises à jour. J'ai eu cette discussion avec Delphine aussi, avec d'autres freelances. C'est vrai que parfois, vous avez du contenu qui a été fait il y a un moment. Par exemple, c'était plutôt, on va dire, pour un contenu en module e-learning. Et maintenant, on peut le mettre à jour, notamment avec EdTake, en ayant comme modalité de sortie plutôt un podcast, par exemple, ou le redécouper en séquence et avoir une capsule en présentiel et une capsule plutôt en podcast. Delphine, est-ce que tu veux compléter un petit peu ce que j'ai dit sur cette partie-là? Oui, je vais juste nuancer en fait sur le avant-après, enfin aujourd'hui plutôt. Donc c'est vrai qu'avant c'était le cas. Après on a encore aujourd'hui des entreprises qui viennent nous voir avec ce type de demande. Peut-être que ça a été votre cas pour ceux qui sont déjà lancés, où en fait c'est très très précis comme ça. Enfin voilà, avec ce besoin du coup statique comme EdTech l'appelle pour le coup. Donc voilà, mais c'est vrai que pour nous en tant que freelance en fait, enfin, c'est vrai qu'il y a des freelances en fait qui ça les dérange pas du tout qu'on vienne avec ce type de besoin-là. Il y en a qui ont plus envie d'être partenaires vraiment de l'entreprise. Donc après, on peut aussi être une seule personne et en fait, à un moment ou à un autre de notre activité, avoir plus envie d'être en exécution et puis un autre avoir envie d'être partenaire. Mais en tout cas, c'est vraiment une opportunité quand on a envie d'être partenaire pour le coup, de se positionner en tant qu'expert face aux clients quand on vraiment fait le focus sur ce qui est indiqué dans la case d'aujourd'hui. C'est vraiment voilà, une belle opportunité. Et pour ceux qui, pour le coup, auraient du mal un petit peu avec le mot expert, parce que moi, par exemple, c'est un petit peu mon cas. Donc, pour ceux qui auraient du mal, rappelez-vous qu'en fait, l'essentiel, vraiment, quand vous êtes à votre compte, parce que souvent, il y a une pression qui s'ajoute, en fait, une pression supplémentaire de ce que je peux constater, qui s'ajoute quand on passe, on connaît notre métier, mais quand on est salarié et quand on passe au freelancing, en fait, ça met plus de pression. Et donc, rappelez-vous que vraiment, l'essentiel, c'est que vous en sachiez plus que votre client. Et en fait, avec ces focus-là, vous pourrez lui démontrer ce point-là et du coup, ça vous permettra certainement d'avoir du coup la mission derrière. Merci Delphine pour ces précisions. J'accélère un petit peu pour pas qu'on déborde trop. Ici, le métier d'ingénieur pédagogique, donc là, voilà, c'est vraiment surtout pour vous montrer que la technologie fonctionne pas sans l'homme et que désormais, voilà, on doit s'adapter un petit peu aux nouvelles technologies, aux nouvelles tendances et aux nouveaux enjeux. Donc, en effet, votre métier d'ingénieur pédagogique a toute son importance et on le voit sur cette slide-là, c'est-à-dire que ce n'est pas l'IA qui va pouvoir piloter un projet, qui va pouvoir avoir quand même toute cette expertise technique. C'est justement là où vous allez vous pouvoir enrichir et apporter votre patte pédagogique. Donc, l'IA ne va en aucun cas vous remplacer, mais bien vous accompagner, vous épauler au quotidien. Et on va le voir juste après avec EdTake, et notamment sur cette partie interaction. Vous avez vraiment un rôle clé dans l'engagement et l'apprentissage de l'apprenant. Et cette partie-là n'est pas vraiment remplaçable. Alors, sur cette partie obtenir de nouveaux clients, Delphine, je te laisse donner quelques conseils. Ok.
Moi, j'essaie de pas prendre trop de temps non plus. Donc, déjà, le premier point qui me semble vraiment essentiel, c'est savoir ce que vous voulez. Et quand je dis savoir ce que vous voulez, c'est savoir ce que vous voulez de manière générale pour votre activité, mais aussi pour votre vie. Parce qu'en fait, la vie que vous avez envie d'avoir, en fait, elle va déterminer comment vous allez développer votre activité, comment vous allez développer et du coup, comment elle va se présenter. C'est pas pareil de vouloir, par exemple, si vous voulez mener des missions en consulting, du coup, directement chez le client et que vous avez envie d'être digital nomade, peut-être qu'il y a un moment où il va y avoir des choses à travailler pour votre activité pour être capable du coup de pouvoir faire ça. Il y a des personnes aussi qui ont envie d'être freelance, mais qui n'ont pas envie de travailler à temps plein sur des missions freelance. Donc là aussi, va falloir essayer de déjà vous poser pour savoir ce que vous avez envie de créer dans votre vie, pour vraiment se dire comment est-ce que j'organise mon activité autour de ce que je veux, parce que sinon vous risquez d'être frustré pour le coup d'avoir une activité, ok, peut-être qui fonctionnera, mais qui ne correspondra pas du tout à la vie que vous avez envie de mener en parallèle. Et il n'y a pas que le travail dans la vie, donc ça reste important de vous poser ces questions-là. Tout à l'heure, donc je parlais d'estime de soi, donc je vais pas trop développer sur le sujet parce que sinon je pourrais parler longtemps. Mais je voulais quand même vous poser des questions pour voir justement si vous avez besoin du coup de travailler sur votre estime. C'est des questions que je pose à mes clients et du coup qui mettent pas forcément à l'aise, hein. Mais bon, c'est la partie du coup introspection pour le coup. Je vous laisse dans votre tête du coup répondre à ces questions-là. Il y a la question quelle valeur est-ce que tu te donnes? Donc, je trouve que c'est toujours intéressant de voir ce que chacun peut se répondre à cette question. Et puis, la question que mes clients n'aiment pas trop, c'est sur 10, à combien est-ce que tu t'aimes? Et donc là, déjà, ça permet, c'est hyper perso comme question, et en fait, ça permet de voir quelle image on peut avoir de nous et potentiellement, du coup, qu'est-ce qu'on pourra retranscrire à travers tout ce qu'on pourra mettre en place pour développer notre activité par la suite. Et donc là, on sait du coup si on a besoin de travailler dessus ou pas. Ensuite, faire parler de vous. Donc, faites-vous connaître. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais faites parler de vous, au moins faites travailler votre réseau. Donc, quand vous parlez avec des personnes, dites-leur ce que vous faites, même si vous avez l'impression qu'ils connaissent pas du tout, qu'ils sont pas forcément intéressés ou quoi, on sait jamais. Peut-être qu'ils connaissent quelqu'un avec qui pourrait vous mettre du coup en relation. Créez-vous un plan d'action pour développer votre activité. Un plan d'action et que vous suivrez. Vraiment quelque chose qui correspond à votre fonctionnement aussi, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément planifier, on va dire, les choses. Donc, essayez vraiment de vous créer un plan d'action qui vous correspond, avec des actions qui vous nourrissent, qui vous plaisent, au maximum évidemment, parce que des fois, on fait des choses qui ne nous plaisent pas forcément. Et tenez-y-vous-en. Et puis, surtout, mesurez du coup vos actions, les actions que vous pouvez poser pour vous rendre compte de s'il faut changer quelque chose ou pas. Choisissez votre méthode pour trouver des clients. Donc là, ça reprend un petit peu aussi la question de Christine tout à l'heure. C'est comment est-ce que vous voulez trouver vos clients? Parce que tout à l'heure, j'ai un petit peu répondu à où. Est-ce que vous voulez créer du contenu et vous faire repérer, les faire venir à vous, donc ce qu'on appelle souvent l'inbound, ou est-ce que vous voulez aller les chercher? Et donc là, c'est l'outbound. Donc, est-ce que là, ça va être plus une partie prospection, par exemple, qui vous plairait? Sachant que par expérience, je trouve qu'on trouve plus rapidement des missions quand on mise sur la prospection. Vraiment, quand on va aller chercher, qu'on trouve vraiment plus rapidement. Et à titre d'exemple, sur la création de contenu, moi, mon premier client que j'ai réussi à avoir grâce à de la création de contenu, j'ai eu au bout de 3 mois de création de contenu avec des posts LinkedIn chaque semaine. Donc, j'avais 2 posts par semaine. Donc, je connais des personnes pour qui ça a été un peu le cas, la moyenne de 3 mois. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, ça dépend de votre contenu, s'il est bien rédigé, s'il concerne la personne qui est... s'il répond bien aux problématiques de votre client cible. Mais ça peut être une méthode. Et puis, ce que je recommande, évidemment, c'est de faire les deux, parce que du coup, vous avez davantage de résultats. Ensuite, développer vos compétences pour le coup. Et là, en fait, je préciserai au-delà des compétences métiers et du coup, peut-être entrepreneuriales, les compétences vraiment dans tout ce qui concerne le relationnel avec les personnes, justement pour pouvoir travailler le réseau, pour pouvoir travailler la vente. Ça va vraiment vous aider de travailler autant tout ce qui est relations interpersonnelles que intelligence émotionnelle, qui rentre quand même pas mal en jeu, je trouve, d'autant plus quand on est à notre compte.
N'oubliez pas que le nom fait partie du jeu. Je sais que c'est très dur de se prendre un nom, ça peut vraiment faire mal, et puis surtout quand on le rattache à nous-mêmes, en fait, et qu'on a l'impression de se prendre un nom pour nous. Et après, on remet plein de choses en question, mais ça fait partie du jeu. Donc, pour ceux qui aiment bien jouer, en tout cas, je vous invite à voir ça comme un jeu, même si évidemment, il y a une grosse partie de sérieux. Et puis, le nom n'est pas définitif. C'est pas parce que quelqu'un vous dit non un jour que ce sera non plus tard. Restez vraiment en contact avec vos prospects, même s'ils vous ont dit non on ne sait jamais. Un jour, peut-être, vous pourrez travailler avec eux, avec quelqu'un qu'ils connaissent. Et puis, un focus aussi sur la vente, parce que je sais que c'est quelque chose qui peut être bloquant. Le but, c'est pas d'aller voir des personnes et de leur vendre directement nos services. En général, ça marche pas, parce que même vous, en fait, a priori, j'imagine en tout cas, on est plusieurs à faire ça, à ne pas répondre tout simplement quand les personnes nous proposent directement leur service. En fait, ça commence par une relation. En fait, on ne vend rien sans relation, et même dans la vie, tout commence par une relation. Donc, essayez de garder ce focus-là en tête quand vous sentez que vous avez un petit peu des appréhensions par rapport à la vente. Ça reste une relation. Et puis, là, on parlait de trouver des nouveaux clients, mais on n'est pas toujours obligé de trouver des nouveaux clients. On peut aussi garder ceux qu'on a actuellement. Donc, pensez aussi à avoir une stratégie de fidélisation de vos clients, si c'est des clients avec qui vous aimez travailler, pour gagner du temps, parce que mine de rien, ça prend pas mal de temps de chercher des clients, jusqu'à la signature, ça peut vraiment durer très longtemps. Moi, j'ai déjà échangé avec un prospect et j'ai eu une mission 1 an plus tard, donc c'est très long pour le coup. Donc, essayez de fidéliser au maximum les clients avec qui vous avez apprécié travailler. Et puis, inscrivez-vous aussi à des plateformes comme Malte ou WebTech, pour le coup, qui peuvent vous fournir des missions intéressantes aussi dans notre domaine. Ok, super, merci beaucoup Delphine. Comme il nous reste peu de temps et que voilà, je ne veux pas vous prendre toute l'après-midi non plus, on va pouvoir basculer sur les outils rapidement, les différents outils, notamment de l'ingénieur pédagogique. Alors voilà, peut-être, là vous les voyez s'afficher à l'écran. Delphine, si tu veux juste mettre en lumière les outils que tu utilises assez rapidement pour que je bascule ensuite sur la prochaine partie. Les outils de veille, moi, c'est vraiment ce que je préfère. Après, libre à vous de voir sur les Discord. N'hésitez pas à vous inscrire sur les différents groupes Discord qui existent dans notre domaine. C'est quand même très intéressant. Caffeine Studio a fait une liste donc Nicolas Roland a fait une liste de podcasts du coup dans notre domaine. Donc, c'est hyper intéressant. Après, les LMS, il y en a plein. Vous en connaissez plein. Et moi, j'aime bien travailler avec Land Spirit pour le coup quand je m'occupe de la scénarisation. Et puis après, ça dépend des projets pour le coup. Donc, ça, c'est des outils que vous connaissez, dont on pourrait parler très longtemps. Donc, n'hésitez pas plus tard si vous avez des questions sur ces outils. Voilà, et comme on peut le voir ici, donc conception-production, je vais justement basculer très rapidement sur la partie EdTake qui permet vraiment d'aligner ces deux points-là. En termes d'outils pour les freelances, Delphine, je te laisse reprendre la main rapidement aussi. Oui, alors là, il y en a plusieurs. Bon, je vous laisse aussi les lire, mais en fait, gardez bien en tête que au niveau du freelancing, il peut y avoir des outils à différentes étapes. Donc, il y a toute la partie acquisition. Donc, comment est-ce que vous voulez que vos clients vous trouvent? Et puis là, après, il y a des outils derrière. Donc, si vous voulez communiquer, peut-être qu'il faudra du coup le téléphone, caméra, un micro, éventuellement un trépied, de la lumière, si vraiment vous voulez professionnaliser vos vidéos, si vous faites de la vidéo. Ça peut être LinkedIn directement, que ce soit en prospection ou en création de contenu. Buffer, c'est un outil de programmation de contenu, mais aujourd'hui, on peut le faire aussi sur LinkedIn et il y en a plein d'autres. CapCut, du coup, le dernier logo, c'est pour faire du montage vidéo et sur mobile et du coup, mettre des sous-titres. Donc, voilà. Après, on a l'étape de la prospection, vraiment de façon plus directe. Donc là, vous pouvez créer votre CRM maison. Donc, le CRM, c'est tout simplement, on va dire, un fichier de suivi de vos prospects avec leurs différentes informations. HubSpot est un CRM qui est gratuit, jusqu'à un certain nombre de personnes, qui peut être intéressant pour suivre vos prospects. On a mis ChatGPT, mais ça peut aussi être Mistral pour le coup, ou d'autres. Hein. Mais en fait, là, c'est pour essayer un petit peu d'avoir des idées, pour vous inspirer si vous êtes vraiment face à une page blanche de comment je prospecte, quel type de message je peux envoyer. Donc, les outils d'IA peuvent vraiment vous aider. Ensuite, on a la partie conversion. Donc, comment est-ce que je fais une fois que j'ai échangé avec des personnes, du coup, pour les convertir. Donc là, il va falloir un peu les nourrir et leur apporter quelque chose pour le coup. Donc là, c'est vraiment des exemples. Hein. Ça peut être newsletter, consulting offert, faire des webinaires, ça peut vraiment être différentes choses. Là, franchement, soyez créatifs.
créatif par rapport à la conversion. Et puis ensuite, on a la mission. Donc là, on peut avoir des outils à utiliser pour gérer les projets, notamment avec les clients. Et même si vous n'êtes pas chef de projet, vous pouvez quand même du coup gérer vos projets de votre côté, parce que vous avez en général différents clients en parallèle. Donc là, il y a plein d'outils sur lesquels vous pouvez travailler. Et puis la partie rétention, donc comme je parlais tout à l'heure du coup de fidélisation aussi, n'hésitez pas à faire des points en fin de mission, à faire des enquêtes du coup, et à voir en fin de mission ce que vous pourriez leur apporter de complémentaire, et à la fin du point, du coup, pouvoir leur présenter. Super, merci Delphine. Et enfin, voilà, c'est les différents outils freelance, notamment sur la partie gestion d'entreprise. Oui, alors donc du coup, les KPI, là, c'est vraiment un exemple, ça dépend de vos objectifs. Moi, ce que je vous incite à faire, c'est vraiment quand vous créez votre plan d'action, du coup, à les rattacher à des objectifs. Quels sont vos objectifs, par exemple, à l'année, au semestre, au trimestre, peu importe, et à définir des KPI en fonction de ces objectifs-là. Donc là, ça dépendra du coup des objectifs. Pour créer des devis et d'ailleurs des factures, vous avez des outils comme Abi, Henry, il y en a plein d'autres, hein, et Freebie. Freebie qui est spécialisé pour les micro-entreprises pour le coup, donc ça peut être intéressant si en tout cas c'est ce que vous avez choisi. Pensez à faire un suivi financier, ça c'est hyper important et on n'y pense pas tout le temps, ou alors on le fait peut-être pas toujours passer en premier, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment un visu sur vos entrées et vos sorties. Vous allez avoir des dépenses, peut-être pas beaucoup, mais vous en aurez. Donc voilà, faites vraiment ce suivi-là, faites-vous un prévisionnel pour le coup sur l'année qui vient. Après, des outils d'organisation, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Et ce que je recommande en général pour les personnes qui veulent se lancer en freelance et qui sont par exemple déjà salariés, c'est d'utiliser le dernier, là, le logo bleu, c'est Clockify. Mais après, il y en a d'autres de ce type-là. Mais de chronométrer votre temps de travail pour justement être plus efficace sur vos prochaines missions et surtout pour être capable de mieux deviser, parce qu'on sait que c'est un gros sujet de faire les devis. Voilà. Et puis pour la veille, moi, juste personnellement, j'utilise Feedly, mais il y a plein d'autres outils de curation de contenu qui sont utiles. Super, merci beaucoup Delphine pour toutes ces informations. Le replay vous sera partagé et envoyé par mail, évidemment, pour que vous ayez accès à tous ces outils. Je bascule sur la plateforme pour vous montrer en quelques minutes comment ça fonctionne. Alors, je vous laisse me dire dès que vous voyez mon écran. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Delphine, je te laisse aussi me confirmer. Bon. Super. Donc ici, assez rapidement, je vais vous présenter EdTech et comment ça peut vous aider. Donc, on est sur la page d'accueil d'EdTech. Sur EdTech, on va avoir 3 principaux onglets. On va avoir les formations qui sont en cours d'édition, les formations qui ont été versionnées. On a un système de versionning sur EdTech pour justement figer une ressource et revenir un petit peu plus tard dans l'année, et des formations archivées. Voilà, c'est assez classique. Un seul bouton sur EdTech, donc très facile d'utilisation. On a ce bouton plus nouvelles ressources. Ici, on va pouvoir renseigner à chaque fois les premiers éléments de cadrage, à savoir le titre, le sujet, les objectifs, etc. Et Delphine avait justement un projet assez sympa qu'elle a essayé avec EdTech. Et je te laisserai justement au fur et à mesure et sur le fil de cette présentation en parler. Mais c'est une formation, donc voilà, Feedback Rénov', c'est sur le bâtiment, si je ne me trompe pas, Delphine, c'est bien ça? C'est ça, oui. Voilà. Oui, tu veux que, je peux présenter le contexte du coup pendant que tu remplis, si tu veux. veux. Oui. Donc, j'ai voulu tester ce projet-là parce qu'en fait, c'est un projet que j'avais déjà réalisé par ailleurs pour un client. Et en fait, je voulais voir comment EdTech aurait pu potentiellement me faire gagner du temps si je l'avais eu du coup à ce moment-là. Et puis aussi, ce qui était intéressant, et Fabien en parlait tout à l'heure, c'était de voir les différentes modalités parce que sur ce projet-là, c'était assez spécifique dans le sens où c'était une formation en présentiel initialement. Et là, en fait, moi, j'intervenais pour rajouter du mobile learning en complément du présentiel pour pouvoir du coup faire des révisions auprès du coup du public qui du coup est un professionnel de bâtiment qui voulait être qualifié RGE, donc reconnu garant de l'environnement, parce qu'on ne peut pas on peut pas en tant que particulier demander des aides au niveau de la rénovation énergétique pour nos logements si notre prestataire n'est pas RGE pour le coup. Donc là, c'était vraiment pour ces professionnels-là, sachant que du coup, c'est un public de terrain, parce que c'est vraiment des experts de leur métier qui, du coup, sont rarement devant un ordinateur, qui sont habitués au présentiel et qui, quand même, avec le temps, là, quand même, sont pas mal sur leur téléphone, mais qui ont quand même assez peu de temps pour se former. Donc voilà, donc c'était vraiment en complément pour le coup. Donc j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir le tester tester ce projet-là, en tout cas sur EdTech. Super, merci pour le contexte, Delphine. Donc ici, en attendant, pour gagner un petit peu de temps, j'ai rempli les premiers éléments de cadrage, mais on va voir le titre, c'est vraiment l'étiquette qui va être donnée sur votre formation sur EdTech, le sujet, c'est le sujet de la formation, le sujet global, l'objectif de la formation,
Donc là, on est bien sur l'objectif global de la formation. C'est-à-dire, à l'issue de cette formation, les apprenants seront capables de faire quoi? Et le public de la formation, le niveau de formation. Et là, vous voyez la partie langue, c'est une fonctionnalité qu'on est en train de bêta-tester en interne. C'est surtout pour avoir une langue d'entrée qui soit différente de la langue de sortie, de ce qui va être produit. Donc là, par exemple, on pourrait avoir en langue d'entrée de l'anglais, donc faire tout un cadrage, avoir des documents sources en anglais, et demander à l'IA, justement, de générer toute la suite en espagnol. C'est quelque chose qu'on bêta-teste en interne qui n'est pas encore disponible pour vous prochainement. J'ajoute, ici, je vais pouvoir justement sélectionner un fichier ou pas. Donc, ici, je vais avoir 3 stratégies principales. Première stratégie, j'ai des documents sources, et on en a un que Delphine m'a transmis. Alors, je vais le prendre juste ici. Première stratégie, j'ai des documents sources. Je les dépose et je limite l'IA aux sources. L'IA va donc faire un focus sur vos sources et va avoir un périmètre prédéfini pour aller piocher uniquement dans vos sources. Deuxième stratégie, j'ai des documents sources, mais je souhaite enrichir et venir compléter avec de la donnée externe. Par exemple, pour mettre à jour un petit peu et voir un petit peu ce qui se passe aussi sur tel ou tel sujet, telle thématique. C'est possible, je décoche l'IA limitée aux sources et on fait réfléchir et travailler EdTech comme ça. Et dernière solution, je n'ai pas de documents sources. Je peux partir en fait de zéro et laisser l'IA réfléchir sur un sujet en totale autonomie. Et c'est là où ça va être assez intéressant. Voilà, j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions de portfolio sur cette partie portfolio. Vous pouvez commencer à créer aussi des ressources sans avoir de documents sources pour voir un petit peu ce que ça donne et commencer à constituer un déroulé pédagogique, des séquences, des activités, etc. Autre point important ici, vous allez pouvoir extraire les images de vos documents. C'est une nouvelle fonctionnalité qu'on propose chez EdTech. Ça permet de constituer une bibliothèque d'images dans laquelle vous allez pouvoir piocher pour alimenter votre cours. Donc ici, je clique sur « Ajouter » et en fait, EdTech va venir vectoriser le ou les documents pour en fait en sortir l'essence même. Et là, on va arriver sur les 3 autres points de cadrage qui sont vraiment importants, les thématiques de la formation, les objectifs de la formation et le résumé de la formation. Et c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir notamment avoir la main, c'est-à-dire qu'on va pouvoir à la fois rédiger manuellement nos thématiques si on a un cahier des charges prédéfini, ou bien utiliser l'intelligence artificielle pour itérer avec l'IA et voir ce qu'elle peut me proposer. Ici, je vais cliquer justement sur « Générer les thématiques » et l'IA va me faire une proposition de thématique. Si jamais j'ai déjà les thématiques, et c'était le cas pour Delphine, donc là, on va pouvoir comparer notamment, et on va pouvoir se dire, manuellement, je vais pouvoir en supprimer, ou alors je vais pouvoir demander à l'IA d'améliorer, notamment de reformuler ces thématiques en ayant peut-être un accent sur des cas concrets, en utilisant un ton différent, etc. Donc là, Delphine, je te laisse aussi nous dire si les thématiques te semblent plutôt cohérentes avec ton projet. Ça a été généré par l'IA, du coup. Je le précise, parce que là, moi, c'était sur la partie mobile learning, donc j'étais pas mal contrainte, par l'application de mon client. Donc, il y a des choses, en fait, là, qui pourraient pas, en fait, être évaluées, pour le coup, derrière, en tout cas, au niveau des objectifs par la suite. Mais en tout cas, pour un projet de module e-learning, si je partais d'un portfolio, effectivement, si je crée vraiment un portfolio, ça pourrait être des sujets intéressants. Certainement que j'en rajouterais par rapport à la matière que j'avais, par rapport au PowerPoint, mais il n'y a rien qui me paraît... du coup, totalement sortir du cadre. Et c'est là, en fait, où ça va être assez intéressant. C'est-à-dire que, comme disait Delphine, on va pouvoir se dire, moi, j'ai donné ces premiers éléments de cadrage à l'IA, elle me sort ces thématiques-là, mais par exemple, cette thématique n'est pas forcément pertinente, donc je vais pouvoir la supprimer manuellement. Je peux aussi demander à l'IA de reformuler les thématiques ou d'axer plutôt sur la partie module e-learning plutôt que mobile learning, etc., grâce à cette fonction d'amélioration. Nous, pour l'exemple, je vais juste remettre les thématiques qu'avait Delphine de base. Les voici. Je les ai juste ajoutées manuellement. Je continue et on va voir la même chose pour les objectifs pédagogiques. Je vais pouvoir les renseigner manuellement, itérer dessus manuellement ou les générer avec l'intelligence artificielle. Et à chaque fois, je vais pouvoir les améliorer. Donc, cette fonction d'amélioration, c'est vraiment un gadget qui peut être utilisé un petit peu sans limite pour avoir un cadrage pédagogique qui est vraiment pertinent. Ici, voici les objectifs pédagogiques qui me sont proposés. Donc, décrire le fonctionnement énergétique d'un bâtiment, identifier les principales technologies, démontrer une compréhension, etc., etc. Donc là, je pourrais, par exemple, demander à l'IA de limiter à 4 objectifs pédagogiques. Je clique sur « Améliorer » et là, l'IA va me proposer 4 objectifs pédagogiques. Donc, voilà, elle risque très certainement d'ailleurs de les reformuler pour pouvoir couvrir l'intégralité du sujet de formation.
Les voici. Et une fois que je suis satisfait par ces objectifs, une fois que j'ai fini d'itérer, je clique sur Continuer et je passe au résumé de la formation que je peux générer, encore une fois. Et là, le résumé voilà, va nous dire, bon, ben, en quelques secondes, cette formation FIBAT Rénov est destinée à tel public qui souhaite préparer telle qualification, etc., etc. Et là, si ce n'est pas assez dense, je pourrais encore une fois demander à l'IA de venir approfondir un petit peu ce résumé. Une fois que c'est fait, je retrouve ma formation en fait, qui apparaît ici. J'ai le titre, tout le cadrage qu'on vient de faire ensemble sur la partie gauche. Sur la partie droite, je retrouve mon document source. Je vois que l'IA a été limitée aux sources, ça me permet un petit peu de me repérer aussi. Je vais pouvoir ajouter de nouveaux fichiers, parce qu'on avait la possibilité d'en ajouter 3 à l'initialisation, mais par la suite, on peut en ajouter bien plus, et on va à chaque fois pouvoir en extraire les images. En dessous, on va pouvoir soit générer le déroulé pédagogique, soit l'ajouter manuellement. Si on a un cahier des charges, qu'on a déjà un chapitrage, on peut aussi très bien ajouter manuellement. C'est là, en fait, où il va y avoir l'intérêt des bonnes pratiques d'usage de l'IA. Et c'est là où nous, on a cette démarche assez éthique, parce que l'IA consomme des crédits, a un impact environnemental. C'est pour ça que nous, justement, on essaie de sensibiliser et on vous laisse tout le temps la main pour utiliser l'IA ou pas. Pendant que le déroulé se génère, je vous montre juste ici les différents formats d'export. Donc, une fois que la formation va être faite, vous allez avoir votre cadrage, vos séquences, vos cours et vos activités, vous allez pouvoir exporter sous différents formats. Les voici à l'écran, H5P, le SCORM, qui est une de nos dernières nouveautés, qui était très attendue, export HTML et aussi l'export Docs. Donc, par exemple, voilà, on a certains clients qui l'utilisent pour pouvoir faire de la formation présentielle, notamment. Donc ici, le contenu a été généré, le voici. Donc là, on a notre chapitrage qui a été fait. Introduction à la qualification, fonctionnement énergétique d'un bâtiment. On a même une étude de cas qui est prévue. Donc là, et une conclusion. Une fois que ces séquences sont générées, je retrouve un nom et un résumé de séquence. Je peux entrer dans cette séquence pour en générer le contenu. Je pourrais très bien aussi, si j'ai un contenu tout prêt, le rédiger manuellement, bien évidemment. Pendant que ce cours se génère, je peux ajouter une petite vignette à cette séquence. Donc, je peux pouvoir ajouter des images, importer des images, soit depuis mon ordinateur, soit depuis une URL, soit depuis la bibliothèque. Donc là, c'est là où on va retrouver toutes les images qui ont été extraites de mes documents sources. Et je peux aussi très bien générer une image avec l'intelligence artificielle. Et sinon, j'ai des fournisseurs de contenu qu'on met à votre disposition, Unsplash et Pexel, qui sont des banques d'images. Voici le cours qui m'est généré. Donc là, je retrouve l'introduction à la qualification, donc l'importance, le processus, les avantages et une petite conclusion. Ici, je vais pouvoir régénérer un nouveau cours si jamais je souhaite apporter des modifications sur le cours dans sa globalité. Encore une fois, changer le ton, avoir plus de densité, de profondeur de contenu. Mais je peux aussi ajouter un paragraphe. Et ici, alors Delphine, peut-être que sur cette partie-là, on va pouvoir ajouter un paragraphe. Qu'est-ce que tu en penses? On pourrait ajouter un paragraphe sur quelle notion qui n'est pas forcément abordée en introduction qui serait intéressante? Ah bah là, le focus, il est vraiment axé sur la qualification pour le coup. Donc, peut-être la partie vraiment réglementaire au niveau de. Enfin, par exemple, tu vois, il y a le plan de rénovation énergétique de l'habitat. Bah, en fait, tu vois, ça peut être intéressant vraiment sur la partie réglementaire. OK, donc moi, je vais juste demander à l'IA d'ajouter un paragraphe sur la partie réglementation et je génère. Plus je vais donner d'informations à l'IA, plus évidemment ce qui va en ressortir sera pertinent, mais on va quand même donner du contexte et là, l'IA va aller piocher dans le document source de Delphine pour nous sortir un paragraphe sur cette partie réglementation. Et le voici. Donc là, en quelques secondes, j'ai ce paragraphe qui est sorti. Là, voilà, je laisse aussi Delphine nous dire ce qu'elle en pense, mais c'est vrai que ça permet assez rapidement en fait, de venir ajouter et insérer des éléments clés qui n'étaient pas là au premier jet. Oui, effectivement. Moi, personnellement, ce que j'apprécie, c'est vraiment le fait que ça puisse aussi piocher dans le. Enfin, le PowerPoint avait vraiment beaucoup de pages. Hein, donc, à l'époque, je l'avais totalement lu, mais c'est vrai que ça permet quand même de gagner un certain temps. Et après, évidemment, ça n'empêche pas qu'on doive quand même le regarder et appréhender les différentes thématiques. Mais en tout cas, je trouve ça cool que ça puisse récupérer les informations à l'intérieur de nos documents. Et on sait au moins que les informations sont bonnes. Elles ne sortent pas forcément d'Internet et là où on doit vérifier derrière. Là, c'est le formateur, a priori, qui a fait le support. Donc, c'est que le contenu est bon, quoi. En effet. Donc là, pour le coup, la partie réglementation vient se mettre en bas de page. On va pouvoir avoir plusieurs petits, on va dire, moyens de mise en page et on va aussi avoir un petit peu de médiatisation, notamment l'import d'images dans le cours. Vous pourrez par exemple générer une image avec l'IA, il faut juste donner une instruction, c'est totalement possible. On peut aussi ajouter des vidéos grâce à des solutions de curation de contenu qu'on met à votre disposition, notamment Ainokufu.
Là, je pourrais faire une recherche, par exemple, sur cette thématique-là, sur le bâtiment, sur les réglementations en vigueur, etc. Et on va pouvoir l'intégrer à chaque fois dans notre cours. Je peux, par exemple, faire l'exemple sur cette partie image. Alors, on pourrait mettre 2 ouvriers qui travaillent sur la rénovation d'un bâtiment. Je génère, et là, voilà, l'IA va me faire une proposition d'image. Donc ici, il faut bien décrire le contexte. On passe par une IA externe. Donc nous, toujours dans cette logique de protection de vos données et de RGPD, de confidentialité, on ne donne aucun contexte à cette IA-là. Donc il faut bien avoir une instruction assez claire pour avoir une image générée par l'IA. Donc là, on a celle-ci, voilà, qui peut être pertinente. Je peux l'enregistrer, elle va venir se glisser dans mon cours. Parallèlement, j'ai généré un glossaire. Donc là, ça va extraire vraiment les notions principales du cours pour y associer une définition. Et ensuite, on arrive sur la partie activité. Donc là, on va pouvoir créer de l'interactivité, on va pouvoir ajouter des activités, soit manuellement, soit avec l'IA. Donc, on peut générer différents types d'activités, des vrais-faux, des QCU, des QCM, des cartes de concept et des textes à trous. Donc, très rapidement, là, j'ai généré 3 questions dans ce vrai-faux. Les voici. Et je peux bien sûr itérer dessus et modifier l'explication. On a cette partie explication, pourquoi c'est vrai, pourquoi c'est faux, qui peut être intéressante. Les cartes de concept, c'est assez pertinent aussi. C'est cette partie, alors je ne vais peut-être pas prendre celle-ci pour le coup, cette partie association d'une notion et une définition. Donc là, par exemple, qualification RGE, je peux l'ajouter, ça m'associe sa définition. Même chose sur, par exemple, formation, cette formation FIBAT, et j'enregistre. Et en fait, on va avoir une prévisualisation sur H5P qui va nous montrer un petit peu comment, quel serait le rendu sur cet outil-là. Donc là, je clique sur Lire, je retrouve mon cours en page numéro 1, avec l'image qui est intégrée. Si j'ajoute une vidéo, je peux justement cliquer sur le démarrage de la vidéo, elle va venir s'intégrer directement dans mon cours. Les vidéos via les fournisseurs de contenu, bien sûr, que je vous ai présenté avant. Le glossaire qui se trouve juste ici. Les cartes de concept. Je tourne la carte, je retrouve la définition associée à la notion. Et en page 4, nos activités. Donc là, j'ai généré uniquement un vrai-faux, mais on a, voilà, s'il y avait des QCM, des QCU, ça apparaîtrait ici également. Et en dernière page, le score total, avec l'avancement dans la lecture et l'avancement des interactions. Point important qui peut vous être utile, c'est les exports. On peut exporter au format Moodle, XML et Rise 360 la séquence, uniquement les activités de la séquence et les activités supportées par ces outils-là. Donc, par activité, voilà, ce sont les activités qui se trouvent juste ici. Voilà, ça permet de les intégrer directement sur ces outils. Et enfin, dernier point, c'est cette partie générer, c'est-à-dire que générer une séquence dans le déroulé pédagogique. Si le déroulé pédagogique est pertinent, mais que vous souhaitez ajouter une séquence, ça peut être l'approfondissement d'un sujet, notamment voilà, quelque chose ici, par exemple, sur, je n'ai pas pris des éléments clés, mais si on souhaitait approfondir les dangers liés aux nouvelles réglementations énergétiques, par exemple, on pourrait générer, cliquer les dangers liés aux nouvelles réglementations énergétiques, et là, on aurait une séquence qui va générer avec l'IA. Il suffit ensuite d'entrer dans cette séquence et d'en générer le cours pour avoir on va dire un sujet qui est bien plus approfondi. On va pouvoir approfondir en cascade comme ça l'ensemble des sujets. Dans notre cas, on pourrait faire par exemple très rapidement un escape game. C'est aussi une manière d'utiliser EdTech. EdTech n'est pas fait pour ça à la base, mais voilà, ça peut permettre d'avoir des idées, des premières idées pour un escape game, un jeu de rôle, une étude de cas. Donc là, je fais ça assez rapidement. 3 interlocuteurs. On pourrait se dire sur, justement, escape game avec 3 interlocuteurs sur les dangers, ou les risques plutôt, liés à la nouvelle réglementation énergétique. Par exemple. Je confirme, et là, l'IA, en fait, va venir générer une séquence. Pendant que ça se génère, je regarde s'il y a des questions de mon côté. Je reprends juste ça. Alors, est-ce qu'il est possible de mettre des quiz en début de cours ou se retrouve-t-il automatiquement à la fin?
cette partie, on va dire, redisposition voilà, des quiz à l'intérieur des cours. C'est quelque chose qui n'est pas possible sur EdTech, que vous pouvez normalement faire sur peut-être les outils que vous utilisez par la suite, outils Auteur et LMS, pour redisposer ces éléments-là. Par contre, on vous permettra plus tard de sélectionner ce que vous souhaitez justement exporter dans tel ou tel outil. Mais voilà, c'est quelque chose qui est intéressant, sur lequel on commence à travailler. Alors, je vois que ça a été généré en parallèle. Voici, donc là, on a cette séquence propose une approche ludique, etc. Donc là, voilà, c'est à partir de ça qu'on peut entrer dans cette séquence pour en générer le cours et avoir un escape game avec vraiment un scénario et différentes énigmes, étapes avec les différents interlocuteurs. Voilà pour cette présentation d'EdTech. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je stoppe le partage et je vais vous repartager juste une dernière slide avec notamment… Alors, je vous laisse aussi me dire dès que vous voyez bien la présentation, cette partie surprise, on va dire, qu'on gardait pour la fin. On a un petit peu débordé, j'en suis désolé. On a différents codes promo pour justement toutes les personnes qui étaient présentes à ce webinaire. Donc, code promo, on a 50% de remise sur l'abonnement annuel. On propose un abonnement annuel chez EdTech, mais on propose aussi un abonnement mensuel. Sur du mensuel, vous aurez 30% de remise sur les 6 premiers mois. Et cette offre est valable jusqu'au 14 août. Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser. Il y a bien sûr 10 jours d'essai en amont pour que voilà, vous puissiez tester la solution et me solliciter si vous avez des questions. J'espère que c'était plutôt clair pour vous. Je bascule sur les questions. N'hésitez pas. Voilà, on conserve quelques minutes. Moi, je suis encore un petit peu disponible. Delphine, tu es aussi disponible quelques minutes de plus. Super. Bon, ben, en tout cas, merci. Si jamais voilà, vous avez d'autres impératifs, comme on a débordé de quelques minutes, merci à tous et à toutes d'avoir participé à ce webinaire. Et pour voilà, ceux qui ont des questions, on y répond maintenant. Alors, c'est parti. Je reprends les questions dans l'ordre. Alors, on avait une question de Julien notamment sur des idées pour présenter son travail au prospect, type portfolio, en tant que concepteur pédagogique, sachant que les formations sur lesquelles je travaille appartiennent à des entreprises et pour des raisons de confidentialité, il n'est pas possible de partager le rendu. Donc, peu de visuels à partager sur mon travail. Qu'est-ce que tu en penses, Delphine ? Oui, on est plusieurs à être dans ce cas-là, et même moi, en fait, en soi, qui ne suis pas forcément sur l'intégration, je n'ai pas non plus énormément de choses parce que je suis plus sur la partie en amont. Donc, par rapport à ça, peut-être, tu vois, de faire des études de cas, te créer des études de cas où tu mettras le minimum de visuels que tu peux mettre en retirant les logos, enfin déjà demander quand même à ton client, parce qu'on ne sait jamais, des fois, tu vois, en échangeant avec eux, peut-être qu'ils seront ouverts à ce que tu fasses quelques captures d'écran. Donc déjà, voir pour ça. Et si vraiment tu n'as aucun moyen d'avoir des visuels, soit toi, essayer de ton côté, bon, ça prend un peu de temps, mais de recréer un petit peu ce que tu as pu faire, mais vraiment en faisant quelque chose de… Enfin, dans le principe, pour le coup, de rester dans la même chose sans, du coup, montrer directement le projet. Mais après, les études de cas, pour moi, en tout cas, ça fonctionne plutôt bien. C'est vraiment essayer de te faire une présentation du projet avec le contexte, avec les enjeux du projet, ce qui… Enfin, les contraintes, enfin, tu vois, les différents éléments en fait qui concernent le projet, et en fait de pouvoir le présenter. Et là, dans ce cas-là, vu qu'il n'y a pas beaucoup de visuels, je t'encourage à le présenter à l'oral en face du client. Comme ça, il pourra poser ses questions, et toi, il y a peut-être des choses qui te viendront en même temps, et justement expliquer ça parce qu'ils comprennent quand même pas mal qu'en fait, on puisse pas montrer totalement le rendu sur les différents projets. Donc, juste en parler et vraiment le faire en direct avec. J'espère que ça répond. Merci Delphine. Ici, question de Camille. Est-ce que l'outil EdTech va vraiment plus loin que ChatGPT qui est habitué à vos prompts? Alors, nous, justement, alors, première chose, on n'utilise pas cette partie prompt sur EdTech, comme je le disais en présentation. Nous, en fait, on va vraiment fournir tout un contexte et on va aussi se baser sur les documents sources pour avoir une structure pédagogique derrière. Donc, ça reste différent. On passe par Mistral, donc voilà aussi pour cette partie éthique. Donc, ça va plus loin. On va dire surtout que c'est quelque chose qui est différent. C'est une utilisation qui est différente. EdTech va donner le contexte, la structure, va vous permettre ensuite d'exporter. On fait vraiment toute cette chaîne. Cadrage, déroulé pédagogique, cours, activités, pour ensuite l'exporter. Là où sur ChatGPT, vous allez certainement devoir faire des allers-retours justement avec vos différents outils. Nous, c'est vraiment tout en un, clé en main, pour que vous puissiez
travailler avec EdTech. Donc, sur la profondeur des contenus, pour insister un petit peu plus là-dessus, je pense que c'est là le cœur de la question, c'est quelque chose sur lequel on met l'accent. On travaille d'ailleurs de plus en plus pour avoir une profondeur de contenu qui soit vraiment hyper pertinente et aussi pour bien se baser sur vos documents sources lorsqu'on limite l'IA aux sources pour en retirer vraiment les éléments clés, mais aussi les éléments les plus pertinents. Donc, c'est là où on va apporter notre valeur ajoutée. Alors, est-ce que l'export est flagué EdTech? Alors, on a en effet un flag EdTech sur l'export. Alors, je ne vous ai pas présenté l'export Word. Vous pourrez l'essayer sur votre période d'essai notamment. Pour le moment, on a cette partie-là, en effet, flaguée également sur H5P. Voilà, c'est un retour que je prends aussi. Je pourrais faire à notre équipe produit, voir si on travaille sur autre chose, notamment sur une version. On a plusieurs versions, sur une version premium où ce flag n'apparaîtrait pas. Alors, j'espère à chaque fois que je réponds bien à vos questions. N'hésitez pas à rebondir dans le chat si jamais vous voulez plus de détails, hein, bien évidemment. Alors, sur quel jeu de données est-ce que Mistral fait le travail? Appartient-il à EdTech pour chaque domaine de formation visé? Alors, si je comprends bien la question, c'est surtout sur la partie propriété de ce qui va être généré sur EdTech. Ce qui est généré sur EdTech, ce que vous créez sur EdTech, vous appartient. Voilà, globalement, je n'ai pas forcément eu plus d'informations de mon côté. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est tout ce que vous allez créer sur EdTech, même si vous si vous générez des séquences, si vous générez des cours, que ça se base sur vos documents sources ou pas, nous, toute cette partie-là vous appartient. Question de Camille, peut-on ajouter des contenus interactifs dans les cours? Quiz, appariement, etc. Alors, dans les cours, ben voilà, comme je le disais, dans le cours, nous, on va vraiment avoir ce schéma cours, glossaire, activité, que vous pouvez peut-être retravailler derrière, plus sur vos outils auteur, LMS, et également lorsque vous téléchargez au format Word pour réorganiser un petit peu tout ça. Et on travaille sur d'autres activités à développer. Et d'ailleurs, ça serait intéressant, une fois que vous aurez pu tester la solution, de voir un petit peu les activités qui seraient pertinentes au-delà de celles que je vous ai présentées. Est-ce qu'il est possible de demander à l'IA de prendre en compte la charte éditoriale pendant sa génération? Non, ce n'est pas possible pour le moment d'avoir cette partie charte éditoriale, charte graphique. Ce n'est pas encore possible. Est-ce qu'on peut insérer des iframes, typiquement des Geniali? Alors, pour le moment, je suppose que c'est en document source que vous souhaiteriez peut-être mettre ça. Pour le moment, ce n'est pas possible non plus. On est en train de travailler avec certains partenaires pour vous permettre d'avoir des documents sources, on va dire des formats de documents sources qui sont un petit peu différents, encore plus enrichis. Mais là, que ce soit en document d'entrée ou de sortie, par exemple, Geniali, ce n'est pas quelque chose qu'on a mis en place pour le moment. Alors, notre question, au niveau des déclencheurs et au niveau du paramétrage, accès à la suite si complétion, par exemple. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là, Camille? Je n'ai pas forcément compris la question, je pense. Je vous laisse peut-être dans le chat me la détailler. Même question donc voilà, pour Benjamin sur la partie propriété de ce qui est généré sur EdTech, ça vous appartient. Alors, quand ça vous appartient, c'est tout ce qui va être généré sur EdTech, toute la partie images et vidéos que vous allez insérer, charge à vous justement de voir les conditions d'utilisation de ces ressources externes. Pour les images générées par l'IA, pour le moment, la Commission européenne est en train de travailler sur justement la propriété de cette donnée-là. Donc ça, on va avoir de plus en plus d'informations. On vous tiendra informé dans les newsletters que l'on vous enverra. Est-ce que lorsque l'on choisit le contenu, les types d'activités, etc., cela s'assure de respecter le temps défini si, par exemple, on souhaite que cela dure 45 minutes? Alors, Valérie, pour répondre à votre question, comme on l'a présenté dans les slides, on considère en fait pour nous que la durée et la modalité pour le moment ne sont pas des éléments qui vont guider la partie cours, formation, activité, etc. pour le moment. Donc, on ne va pas pouvoir demander à l'IA, par exemple, je ne peux pas dire à l'IA, je souhaite régénérer ce cours pour un cours qui ferait 45 minutes, par exemple, ou d'avoir justement, même sur d'autres parties, on va pouvoir générer, d'avoir cette partie durée. En revanche, on travaille maintenant sur la partie modalité pour vous donner différentes modalités d'export. Évidemment, si c'est exporté sous différents formats, notamment du podcast, il y aura forcément une durée associée, mais on vous en dira un petit peu plus quand on aura les bonnes informations de ce côté-là. Pour le moment, on ne va pas pouvoir rentrer de durée sur ce que l'on va créer.
Est-il possible de mettre des quiz en début de cours ou se retrouve-t-il automatiquement à la fin? Donc ça, voilà, j'ai déjà répondu. C'est vrai que c'est automatiquement à la fin, sur EdTake en tout cas. Alors, est-ce qu'une fois qu'un cours est créé, il est possible de le modifier plus tard, en cas de mise à jour, par exemple, et que les parties modifiées soient visibles? Modifier plus tard, c'est totalement possible. Je ne l'ai pas fait, mais en fait, sur les 3 points, vous avez la possibilité de versionner votre ressource, donc de créer plusieurs versions, et donc de figer une ressource à un moment T pour l'exporter. Et ensuite, vous pouvez créer une nouvelle version de cette ressource quelques mois plus tard. Vous pouvez même supprimer les premiers documents qui avaient été ingérés par EdTake pour en ajouter des nouveaux et régénérer, que ce soit un déroulé, un cours, etc., pour se baser sur des nouveaux documents. Donc oui, il est possible, et c'est justement à ça que va servir EdTake, c'est de pouvoir suivre le cycle de vie de votre ressource d'apprentissage, de votre formation. Alors, quel budget? Ça, c'est une question plus pour toi, je pense, Delphine. Je vais la mettre à l'écran. Quel est le budget pour un ingénieur pédagogique en freelance en termes d'outils et de logiciels? Je pense que c'est une question qui est assez délicate. Oui, c'est ça. C'est pas facile, en fait. C'est vrai qu'on se dit que quand on se lance en freelance, on n'a pas forcément beaucoup d'investissement à faire. Effectivement, ce n'est pas forcément le cas. Il y a plein d'outils gratuits, autant du côté freelance que du coup du côté RGPEDA. Maintenant, ce que je te recommande, c'est de prendre Storyline seulement, si jamais tu travailles dessus, de le prendre seulement si tu penses vraiment avoir des missions dessus. Parce que, je le dis parce que moi, je l'ai pris pendant ma première année et j'ai eu aucune demande. Donc, je l'ai vraiment payé de ma poche, donc c'était pas super cool. Et ça peut arriver à d'autres. Donc voilà. Après, tous les outils que tu peux partager au maximum avec tes clients, n'hésite pas à leur demander s'il y a un moyen d'avoir accès. Je sais que moi, par exemple, avec mes clients qui ont Captivate, je peux utiliser leur licence. Donc, c'est vrai que là, ça m'arrange parce que je n'ai pas tout le temps d'émissions dessus. Après, à se poser la question de est-ce que ça vaut vraiment le coup de partager leur licence ou est-ce que tu préfères tout avoir de ton côté? Tu vois, ça se pose par exemple pour Geniali, typiquement. C'est un sujet qu'on avait avec mes clientes dernièrement. Donc à voir. Après, il y a des outils. Est-ce que tu veux payer ton outil pour faire tes devis ou pas, parce que ça dépend ce que ça t'apporte. Moi, j'ai payé mon outil parce que ça me faisait des graphiques, du coup, de suivi de chiffre d'affaires et ça me faisait plein de choses de façon automatisée. En fait, ça dépend de ce que tu veux mettre en place dans ton activité et du temps que tu veux gagner derrière, parce que forcément, quand tu veux gagner du temps, côté freelancing, du coup, tu vas devoir payer des outils. Donc je ne saurais pas trop. Peut-être qu'on échange plus tard pour voir ce que tu as envie de faire, parce que là, c'est un peu difficile d'estimer, mais c'est vrai que ça peut monter très facilement, en fait, dès qu'on veut plein d'outils et qu'on veut gagner beaucoup de temps. Donc voilà. Super, merci Delphine. Ici, on a une autre question de Théodore. Est-ce que l'export est-il possible via Storyline? Non, Théodore, on n'a pas encore cette partie export Storyline. Je n'ai pas de visibilité non plus sur des développements futurs de ce côté-là, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Est-ce qu'on envisage de préparer des prompts pour créer des activités présentielles, World Café, jeux de société, jeux de rôle? Alors, sur cette partie plus bonne pratique et instruction à donner à EdTake, là, on est en train de travailler dessus, tout à fait, pour vous donner des conseils sur les bonnes instructions à donner pour reformuler les objectifs, pour générer un cours, pour ajouter des paragraphes, pour générer de nouvelles séquences, comme on a pu le voir. Pour des activités présentielles, comme je le disais aussi pendant la démonstration, de base, je vous ai montré comment générer, par exemple, une activité qui ne serait pas forcément sur EdTake, mais ce n'est pas le cœur d'EdTake pour le moment en tout cas. Donc, sur cette partie-là, je vais faire remonter l'information. Mais sur des jeux de société, sur des jeux de rôle, on pourra faire, et c'est prévu, des sessions en fait, qu'on va organiser à partir de début septembre avec des cas pratiques clients qui utilisent justement la solution EdTake sur ce type d'activité. Et là, ça sera pertinent justement de pouvoir échanger avec eux, de créer des temps de parole, en fait, d'échange avec eux pour voir un petit peu comment ils font. Mais pour le moment, ce n'est pas prévu d'avoir, en termes d'activité ou même de prompt, comment faire un bon jeu de rôle sur EdTake, ce n'est pas encore prévu. Alors, Camille, peut-on demander que l'apprenant ait terminé une question avant de pouvoir passer à la suite du cours? Donc, avoir quelque chose vraiment qui s'adapte à l'apprenant. Alors, non, pour le moment, ce n'est pas possible non plus. C'est quelque chose qui nous a déjà été remonté, qui semble être intéressant pour nos utilisateurs, mais ce n'est pas encore le cas non plus. Alors, je termine avec les 2 dernières questions que j'ai juste sous les yeux. Théodore, du coup, uniquement Rise, Storyline 360, pas possible, c'est bien ça. Alors, sur les formats d'export, c'est les formats qu'on vous a présentés. Donc, on va avoir le SCORM H5P.
les documents Word, HTML. En effet, au niveau des activités, on va proposer uniquement Moodle XML et Rise 360. À savoir, Théodore, que sur Moodle, toutes les activités sont supportées, sauf les cartes de concept. Et sur Rise, tout est supporté, sauf les cartes de concept et les textes à trous. Parce qu'on propose également l'activité texte à trous. Mais du coup, pour exporter sur Storyline, pour le moment, c'est à voir un petit peu comment on pourrait, on va dire, contourner cela et voir ce que supporte Storyline de son côté. Et voir aussi, nous, d'un côté, plus d'un point de vue partenariat, est-ce qu'on a quelque chose qui est prévu. Mais pour le moment, ce n'est pas possible. Un export PowerPoint qui permettrait du coup d'intégrer sur Storyline existe-t-il? Non, pas encore non plus. On travaille sur d'autres modalités, on va dire d'autres formats d'export. On vous en dira aussi un petit peu plus. Je ne vais pas m'avancer dessus pour pas voilà, me faire taper sur les doigts par l'équipe produit. Mais voilà, on vous tiendra au courant sur ces nouveaux formats d'export qui sortiront sur fin 2024 normalement. Est-ce que le logiciel est capable de faire une refonte pour gagner en dynamisme en visuel? Donc là, garder le fond et changer la forme. Alors nous, sur EdTech, on travaille surtout justement le fond, le contenu, la profondeur de contenu. Donc, on ne va pas avoir pour le moment de personnalisation plus que ce que je vous ai montré. Mais Théodore, je vous laisserai aussi tester la solution et me faire les retours détaillés sur ce que vous souhaiteriez peut-être voir apparaître dans un futur proche sur EdTech. Voilà, je vais m'arrêter ici. On a un petit peu débordé, j'en suis désolé. Merci beaucoup pour votre participation et les différents échanges qu'on a pu avoir. Merci Delphine pour ton intervention. Merci Fabien. C'était super intéressant d'avoir ce partage-là. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aussi aidé et donné pas mal de billes pour la suite. N'hésitez pas à nous contacter. Normalement, Andrea et Manon vous ont envoyé pas mal d'infos que je n'ai pas forcément vu passer de mon côté. Mais voilà, que ce soit le lien pour essayer la plateforme EdTech. Et sinon, vous verrez de toute façon sur EdTech, vous avez un petit bouton besoin d'aide avec la possibilité de prendre rendez-vous directement avec moi pour qu'on puisse échanger sur l'ensemble de vos sujets, vos problématiques et d'utilisation d'EdTech. Et on a aussi le support. N'hésitez pas à nous solliciter. Et oui, il y aura un replay, en effet, qui va vous être envoyé, hein, de toute façon, avec tout ce qu'on vient de voir ensemble. Il y a juste Diane qui pose une question, elle demande quels sont nos contacts. Peut-être. Alors, je vais les remettre dans le chat. Je vais juste remettre dans le chat dans ce cas-là. Delphine, si tu veux aussi mettre ton contact. Alors, moi, c'est sur LinkedIn. Hein, c'est juste mon prénom et mon nom. Plutôt sur LinkedIn. Donc, fabien.guibert@edtech.com. Et voilà, et Manon, parfait. Avant de partir, voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qu'elle vous envoie pour tester la solution EdTech, 10 jours d'essai avec la possibilité, bien évidemment, de me solliciter. Ce sera un plaisir de vous répondre. Super. Bon, merci à toutes et à tous. Delphine, je te laisse le mot de la fin. Je ne m'attendais pas trop, mais en tout cas, si vous sentez que vous avez envie, déjà, n'hésitez pas à tester l'outil EdTech parce que même si ça ne fait pas tout, je pense que ça peut vraiment nous faire gagner du temps. N'oubliez pas que en tant qu'entrepreneur, en fait, on a besoin de gagner du temps. Enfin, on court toujours derrière le temps. Donc, n'hésitez pas à tester. Et puis, si vous avez envie de développer votre activité, mais que vous avez plein de peur, franchement, renseignez-vous au maximum, échangez avec des gens qui sont freelance et lancez-vous quand même, testez. Enfin, donnez-vous l'opportunité en tout cas de tester ça. Super. Merci Delphine pour ces derniers mots. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. À bientôt. Bonne fin de journée à tous.